Mes parents méprisaient mon mari cultivateur de tomates. Ruiné, il avait besoin de 3 €. Aux 60 ans de ma mère, j'ai prononcé 8 mots. Depuis ce jour, plus personne dans cette pièce ne nous adresse la parole. Je m'appelle Amélie et j'ai 34 ans. Il y a 3 jours, ma mère m'a appelé pour la première fois en 8 mois. Pas pour me demander comment j'allais, ni pour prendre des nouvelles de ses petits-enfants qu'elle n'a jamais vus. Elle a appelé pour me dire que je devais vendre les terres de mon mari, 3 millions d'euros en 2 semaines, pour sauver la famille de la faillite. Cette même famille qui ne m'a pas invité au dîner de Noël parce que mon mari ne cadrait pas avec le décor. Cette même mère qui a dit aux enfants de ma sœur que tante Amélie s'était mariée en dessous de sa condition. Cette même sœur dont le génial mari a un jour traité Étienne de gratteux de terre glorifié en face de lui. Et maintenant, ils ont besoin de nous. Il y a 7 ans, j'étais la fille dont ma mère se vantait à chaque garden party. Diplômée de HEC, analyste junior dans un fonds d'investissement privé à la Défense. Le genre de poste qui faisait briller les yeux de Victoire de Courcy quand elle en parlait à ses amis. Ma Amélie, disait-elle en faisant tournoyer son verre de vin. Elle dirigera la Défense un jour. Je la croyais. Je croyais que cette trajectoire était mon destin. Bureau d'angle, tailleur de créateur, un mari avec le bon nom de famille et le bon portefeuille. Puis j'ai rencontré Étienne sur un marché de producteurs en Bourgogne. J'étais parti pour un week-end d'évasion. Le burn-out me dévorait de l'intérieur, et j'avais besoin d'un air qui n'avait pas le goût des gaz d'échappement et de l'ambition. Il se tenait derrière une table en bois couverte de tomates bio et d'herbes fraîches, vêtu d'une chemise en flanelle délavée et de bottes couvertes de boue. Il n'était pas beau de la manière sophistiquée à laquelle j'étais habitué, mais quand il parlait de la composition du sol et de la rotation des cultures, ses yeux s'illuminaient d'une passion que je n'avais jamais vue dans aucune salle de réunion. Je suis revenu le week-end suivant, et le suivant. Quand je l'ai finalement ramené à la maison pour le présenter à ma famille, ma mère a jeté un regard à ses mains calleuses et a posé la question qui allait définir les 7 années suivantes de notre relation. Alors, Étienne, dit-elle, son sourire fin comme du papier, quel est votre vrai métier? Il n'a pas bronché, ne s'est pas excusé, il a simplement souri et dit, c'est mon vrai métier, madame. Je cultive de la nourriture. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma sœur Clarisse s'est penchée vers son mari Damien et lui a murmuré quelque chose. Ils ont ri tous les deux. J'ai fait semblant de ne pas remarquer, mais j'ai remarqué. Et ce n'était que le début. Notre fête de fiançailles était censée être une célébration. Ma mère a insisté pour l'organiser chez elle. Une grande demeure classique dans les Yvelines qu'elle avait passé des décennies à décorer pour impressionner des gens qu'elle aimait à peine. 20 invités, champagne, canapé, la totale. Étienne portait sa plus belle chemise. Je voyais bien qu'il l'avait repassée lui-même. Le col était légèrement de travers, et je l'ai aimé encore plus pour ça. Damien et Clarisse sont arrivés avec 40 minutes de retard, dans une Porsche flambant neuve. Damien s'est assuré que tout le monde la voit. Belle voiture, a commenté quelqu'un. Juste une petite récompense, a dit Damien assez fort pour toute la pièce. Je suis devenu associé au fond le mois dernier. Quand il a serré la main d'Étienne, son regard est tombé sur les chaussures de mon fiancé. Propres, mais usées, pratiques. Belles bottes, a dit Damien. Elles sont vendues avec le tracteur? Quelques personnes ont ri. Étienne a juste souri. Effectivement. C'est une offre groupée. Puis est venu le toast de ma mère. Elle se tenait au bout de la pièce, une flûte de champagne levée, et j'ai commis l'erreur d'espérer. À Amélie et Étienne, a-t-elle commencé. Ma plus jeune fille a toujours été indépendante, têtue. Elle a fait une pause. J'espère juste que dans quelques années, elle ne regrettera pas d'avoir jeté par-dessus bord tout ce pour quoi elle a travaillé. Pour ça. Elle a fait un geste vague vers Étienne, vers nous, vers la vie qu'elle ne pouvait pas comprendre. J'ai regardé mon père. Robert de Courcy était assis dans un coin, fixant son verre de whisky, sans rien dire. Mais ma grand-mère, Mamie Jeanne, s'est penchée et a serré ma main sous la table. Je l'aime bien, a-t-elle chuchoté. Il est authentique. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai pris une décision. Je quitterai Paris. Je construirai une vie avec Étienne, et j'arrêterai d'attendre que ma famille voie ce que je voyais. Je ne savais tout simplement pas qu'il leur faudrait 7 ans pour revenir en rampant.
Le Périgord nous a accueillis comme un vieil ami. Nous avons acheté 80 hectares de terres agricoles vallonnées à 1 heure de Sarlat. La maison était à rénover, des fenêtres qui laissaient passer l'air, une cuisine des années 70, un Porsche qui craquait comme s'il racontait des secrets, mais c'était la nôtre. Étienne s'est jeté à corps perdu dans le travail. De l'aube au crépuscule, parfois plus tard. Il a construit des plates-bandes surélevées, installé des systèmes d'irrigation, négocié avec des fournisseurs. J'ai appris à ses côtés à lire le sol, à savoir quand planter, ce que la météo signifiait pour nos cultures. En 3 ans, nos produits bio se vendaient sur 6 marchés de la région. En 5 ans, nous avions des contrats avec 3 restaurants haut de gamme de Sarlat. Et puis Lise est arrivée. Notre fille est née un matin de février enneigé, criant à plein poumon comme si elle avait déjà des opinions. 2 ans plus tard, Noé a suivi, plus calme, observateur, avec les yeux stables d'Étienne. Je n'avais jamais été aussi heureuse. Mais il y avait quelque chose dont je ne parlais pas. Quelque chose qu'Étienne m'avait demandé de garder secret. Son travail ne s'était pas arrêté à l'agriculture. Pendant notre premier hiver, alors que je pensais qu'il lisait simplement des revues agricoles au coin du feu, il finalisait en fait des brevets, faisait des calculs, prenait des appels avec des investisseurs qu'il avait connus dans une autre vie. Une vie avant les chemises en flanelle et les bottes boueuses, une vie à AgroParisTech. Étienne avait un doctorat en ingénierie agronomique. Sa thèse sur les technologies d'agriculture de précision avait attiré l'attention de capital risqueur des années auparavant, mais il avait tourné le dos au monde universitaire, aux offres de start-up, à tout ça. Jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus. Il a bâti son entreprise discrètement. Pas de lancement tape à accent grave-l'œil, pas de communiqué de presse, juste une croissance constante, de vraies solutions et des clients qui appréciaient les résultats plus que le battage médiatique. Il ne mérite pas de le savoir, m'a-t-il dit une fois, en parlant de ma famille. Et je n'ai pas besoin de leur respect. Je n'ai jamais discuté, mais je me suis toujours demandé ce qui se passerait s'il l'apprenait. L'appel est arrivé à 23 h un mardi. J'étais à moitié endormi, une main sur le dos de Noé qui s'endormait enfin après un cauchemar. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit, et j'ai vu le nom de ma sœur, un nom qui n'était pas apparu sur mon écran depuis 8 mois. Clarisse. Elle pleurait. Pas les larmes délicates et théâtrales dont je me souvenais de notre enfance quand elle voulait quelque chose de papa. C'étaient des sanglots affreux, saccadés et désespérés. Amélie, j'ai besoin de ton aide. Sa voix s'est brisée. On a des problèmes. De vrais problèmes. Je suis sorti dans le couloir, fermant doucement la porte de Noé derrière moi. Quel genre de problème? Damien. Damien a fait de mauvais investissements. Il a tout perdu. La maison, les voitures, nos économies. Tout est parti. Je me suis appuyé contre le mur, en train d'assimiler. Combien? 3 millions. On a besoin de 3 millions d'euros en 2 semaines, sinon maman perd aussi sa maison. Elle a mis la propriété des Yvelines en garantie pour les transactions de Damien. Mon estomac s'est noué. Elle a fait quoi? Elle croyait en lui, la voix de Clarisse est devenue défensive, puis s'est effondrée à nouveau. On y croyait tous. Et maintenant tu veux que je fasse quoi? Vends nos terres. Ce n'est que de la terre, Amélie. Tu as des centaines d'hectares. Vends juste un morceau. Aide-nous. J'ai entendu les pas d'Étienne derrière moi. Il s'était réveillé, observant depuis l'embrasure de notre chambre avec une inquiétude silencieuse. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit. Du temps? On n'a pas le temps. Le désespoir de Clarisse s'est transformé en quelque chose de plus laid. Tu nous dois bien ça. Nous sommes une famille. Une famille, ai-je répété. Le mot avait un goût étrange dans ma bouche. Je t'appelle demain. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mais alors que je restais là, dans le couloir sombre, sa voix résonnait dans ma tête. Plus précisément, un fragment qui n'avait pas de sens. Damien a dit, l'entreprise de ton mari était censée échouer. Censée échouer. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Après qu'Étienne soit retourné se coucher, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable, la lumière bleue crue dans l'obscurité. J'ai tapé le nom de Damien dans Google, en ajoutant un fonds spéculatif et investissement.
Les résultats se sont chargés lentement. Puis je l'ai vu. Lefebvre Capital, l'associé Damien Lefebvre licencié suite à un audit interne. L'article datait de 6 mois. Il décrivait le départ de Damien du fonds comme mutuel, l'euphémisme d'entreprise pour dire qu'on a été viré. Pas de détails sur la raison, mais lire entre les lignes n'était pas difficile. Quelque chose s'était mal passé, très mal. J'ai continué à creuser. Un forum financier mentionnait son nom dans un fil de discussion sur les positions de vente à découvert agressives. Quelqu'un avait posté, d'autres ont vu le pari de Lefebvre contre cette start-up agritech. Le mec a tout misé. Un vrai fou. Agritech. Mes mains sont devenues froides. J'ai pris mon téléphone et j'ai parcouru mes contacts jusqu'à ce que je trouve Raphaël Simon, une ancienne collègue de mes jours à la Défense qui travaillait maintenant dans la conformité. Elle a répondu à la 3e sonnerie, la voix ensommeillée. Amélie, il est minuit. Je sais. Je suis désolé. J'ai besoin d'un service. Ça a intérêt à être important. Damien Lefebvre, tu le connais? Une pause, puis un rire sec. Tout le monde connaît Damien Lefebvre. Ou le connaissait. Ce type est une blague maintenant. Que s'est-il passé? Une énorme position de vente à découvert. Il a parié contre une entreprise de technologie agricole durable. Il a misé toute sa fortune sur leur effondrement. Et l'action a grimpé de 340%. Il s'est fait complètement rincer. Raphaël a bâillé. Celui qui dirige cette boîte doit bien se marrer. Damien a tout misé sur leur échec. Poétique, n'est-ce pas? Je fixais le mur. Celui qui dirige cette boîte. Merci, Raphaël. Je te revaudrai ça. Tu me dois un brunch. Appelle-moi la prochaine fois que tu es en ville. J'ai raccroché et suis retourné lentement à la chambre. Étienne était réveillé, me regardant. Tu as découvert, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Je me suis assise sur le bord de notre lit, le téléphone encore chaud dans ma main. Tu le sais depuis combien de temps? Étienne s'est frotté les yeux, puis s'est redressé contre la tête de lit. Au clair de lune à travers nos rideaux, il avait l'air fatigué. Pas coupable, juste fatigué. Environ 8 mois. 8 mois. J'ai laissé ça s'imprégner. Et tu ne m'as rien dit. Je ne voulais pas te faire de mal. Il a tendu la main vers la mienne et je l'ai laissé la prendre. Les rapports trimestriels aux actionnaires montraient une activité de vente à découvert inhabituelle. J'ai demandé à notre directeur financier de vérifier. Le nom de Damien est apparu. Il a parié contre ton entreprise. Notre entreprise, a corrigé doucement Étienne. Et oui, il l'a fait. J'ai pensé à toutes ces années de commentaires méprisants. La façon dont Damien regardait Étienne comme s'il était quelque chose à gratter d'une chaussure chère. La remarque sur le gratteux de terre qui me faisait encore serrer la mâchoire. Il voulait que tu échoues. Il avait besoin que j'échoue. La voix d'Étienne est restée calme, mais j'ai entendu l'acier en dessous. Il détestait que tu m'aies choisi plutôt que ce qu'il pensait que tu aurais dû choisir. Quelqu'un comme lui. Je suppose que ça ne lui suffisait pas de me mépriser. Il voulait profiter de ma destruction. Et tu as juste laissé faire. Qu'est-ce que j'étais censé faire, Amélie? L'appeler pour jubiler? L'avertir qu'il était sur le point de tout perdre? Étienne a secoué la tête. La meilleure réponse à des gens comme Damien est de continuer à construire. Laisse-les se détruire eux-mêmes. J'ai pensé à l'appel désespéré de Clarisse, à la maison de ma mère en jeu. Il nous demande de vendre nos terres pour couvrir ses pertes. Je sais. Des pertes qu'il a faites en pariant contre toi. Je sais. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère. Nous devons parler. Viens à ma fête d'anniversaire. C'est important. Je l'ai montré à Étienne. Il l'a lu, puis m'a regardé. Tu veux y aller? Oui, mais pas pour les raisons que ma mère attendait. Le lendemain matin, pendant qu'Étienne donnait le petit déjeuner aux enfants, je me suis retrouvé à chercher à nouveau. Cette fois, j'ai tapé le nom de son entreprise, Terre Intelligente. L'article de Forbes est apparu sur la première page des résultats, daté de 3 mois. Le docteur d'AgroParisTech qui a quitté le monde universitaire pour révolutionner l'agriculture durable.
J'ai cliqué et là, il y avait Étienne, pas en flanelle cette fois, mais dans un simple pull bleu marine, debout devant une serre remplie d'équipements de capteurs. Le crédit photo indiquait un studio de Lyon. Il avait pris l'avion pour ça et ne l'avait jamais mentionné. L'article détaillait son parcours, doctorat à 26 ans, des offres de grandes entreprises technologiques qu'il avait refusées, des années de développement discret sur les technologies d'agriculture de précision. Et puis ce paragraphe, Terre intelligente, aujourd'hui évalué à environ 47 millions d'euros, a bouleversé les métriques agricoles traditionnelles en combinant l'analyse des sols par IA avec des pratiques durables. Le fondateur Étienne Ferland reste notoirement discret, préférant laisser les résultats de l'entreprise parler d'eux-mêmes. 47 millions d'euros. Mon mari, l'homme que ma mère pensait incapable de subvenir à mes besoins, avait bâti quelque chose d'une valeur de 47 millions d'euros en portant des bottes boueuses, en conduisant le même camion qu'il avait quand nous nous sommes rencontrés, en élevant nos enfants et en aimant notre terre. Et sans jamais avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai sauvegardé l'article sur mon téléphone, pas pour me vanter, pas pour le jeter au visage de qui que ce soit, mais parce que j'avais le sentiment que j'aurais peut-être besoin que la vérité ait un visage. Tu l'as trouvé, a dit Étienne depuis l'embrasure de la porte. J'ai levé les yeux. Lise était accrochée à sa jambe, collante de sirop d'érable. Pourquoi ne leur as-tu jamais dit? Il a haussé les épaules, hissant Lise sur sa hanche. Parce que ça n'aurait rien changé. Ils auraient juste trouvé de nouvelles raisons de nous mépriser. Il avait probablement raison, mais je n'en étais plus si sûr. Raphaël a rappelé cet après-midi-là. J'ai trouvé quelque chose, a-t-elle dit. Tu ne vas pas aimer. Dis-le-moi quand même. Elle m'avait transféré un email, une capture d'écran d'une conversation de groupe de trading interne qui avait fuité lors de la procédure de licenciement de Damien. Le message était horodaté il y a 8 mois. Je l'ai lu 3 fois. Le petit projet de ferme de mon beau-frère est sur le point de couler. J'ai une info en béton d'une source interne. Leur technologie ne fonctionne pas à grande échelle. Je mise tout sur la vente à découvert. Je vais me faire une fortune sur son échec. La tête d'Amélie quand ils feront faillite vaudra plus que l'argent. La tête d'Amélie. Il n'avait pas seulement voulu qu'Étienne échoue. Il avait voulu me voir souffrir. Il avait voulu prouver une fois pour toutes que j'avais fait le mauvais choix. Et il avait utilisé l'argent de ma mère pour le faire. J'ai sauvegardé l'email dans un dossier sécurisé. Puis j'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la première sonnerie. Amélie, enfin, tu viens à la fête. Oui. Bien. Sa voix s'est adoucie, mais seulement de manière stratégique. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Les papiers sont prêts. Tout ce que tu as à faire, c'est signer. Quel papier? Pour la vente des terres. Damien s'est occupé de tout. C'est très simple. J'ai failli rire. Damien s'est occupé de tout. Bien sûr qu'il l'avait fait. Je serai là samedi, ai-je dit. Étienne aussi. Une pause. Est-ce nécessaire? Oui, maman, ça l'est. Elle a soupiré. L'expiration déçue que j'avais entendue 1000 fois. Très bien, mais s'il te plaît, Amélie, ne rends pas les choses difficiles. Nous sommes une famille. J'ai raccroché sans répondre. Samedi, la fête des 60 ans de ma mère. 40 invités, un contrat que j'étais censé signer devant tout le monde. Ils voulaient utiliser la pression sociale pour me coincer. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le restaurant était exactement ce que ma mère aurait choisi. Lustre en cristal, nappe en lin blanc, un quatuor de jazz jouant des standards en sourdine dans un coin. Le genre d'endroit où les gens venaient pour être vus et montrer leur richesse. Étienne et moi sommes arrivés à cette heure précise. Il portait une simple chemise, sans cravate. J'avais choisi une robe verte, pas chère, mais bien coupée. Nous ressemblions à ce que nous étions, des gens qui n'avaient rien à prouver. Victoire nous a accueillis à l'entrée. Vous êtes venus. Son sourire était crispé, ses yeux calculateurs. Elle m'a fait la bise sans me toucher. Tous les deux. Joyeux anniversaire, maman. Oui. Eh bien. Elle a jeté un coup d'œil à Étienne, puis s'est détournée. Venez, tout le monde attend. Tout le monde, c'était environ 40 invités répartis dans une salle à manger privée.
J'ai reconnu certaines des amies de la haute société de ma mère, des femmes qui jugeaient les maris et les sacs à main des autres depuis des décennies. Quelques anciens collègues de Damien, mal à l'aise, des cousins éloignés que je n'avais pas vus depuis des années. Et à une table d'angle, mamie Jeanne. Elle a croisé mon regard et a levé la main dans un petit salut, mais son expression n'était pas festive. Elle était inquiète. Clarisse était déjà assise près du bout de la table, le visage marbré de larmes qu'elle avait tenté de dissimuler avec de l'anti-cerne. Damien était assis à côté d'elle, la mâchoire serrée, fixant son téléphone comme s'il lui devait de l'argent. Amélie, Clarisse s'est levée, sa voix faussement enjouée. Tellement contente que tu aies pu venir. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Mon père est apparu de quelque part, un whisky déjà à la main. Amélie. Étienne. Il a serré la main d'Étienne. La première fois qu'il le faisait volontairement. Content de vous voir tous les deux. Quelque chose n'allait pas. La pièce avait une énergie étrange, comme si tout le monde retenait son souffle, attendant. J'ai regardé Étienne. Il le sentait aussi. Trouvons nos places, ai-je dit. Quoi qu'il arrive, je voulais y faire face assise. Le plat principal venait d'être débarrassé quand ma mère s'est levée. Si je pouvais avoir votre attention à tous. La pièce s'est tue. Le cristal a tinté contre le verre alors qu'elle tapait sur sa flûte de champagne. Merci à tous d'être venus célébrer mon anniversaire, a commencé Victoire, sa voix portant la chaleur travaillée de 1000 galas de charité. 60 ans. Vous y croyez? Rire poli. Quelqu'un a crié, vous ne faites pas un jour de plus de 50 ans, Victoire. Elle a souri, acceptant la flatterie comme une reine recevant un tribut. Puis son expression a changé. Mais ce soir, je veux aussi parler de la famille, de ce que signifie se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Mon estomac s'est resserré. Victoire s'est tournée pour me regarder directement. Ma plus jeune fille a eu la chance d'avoir une petite ferme qui marche bien. Une vie simple, mais apparemment rentable. Petite ferme, vie simple. Les mots étaient du poison enrobé de soie. Et en ce moment, a-t-elle poursuivi, notre famille a besoin de son aide. Un serveur est apparu de nulle part, tenant un dossier en cuir. Il s'est dirigé directement vers ma place et l'a posé devant moi. Je n'y ai pas touché. Tout ce qu'elle a à faire, c'est signer, a dit Victoire, sa voix amplifiée par la pièce silencieuse. Juste un petit lopin de terre pour aider sa mère à garder sa maison. 40 pères Dieu se sont tournés vers moi. Je pouvais sentir leur jugement, leurs attentes, leur curiosité de savoir ce que le mouton noir allait faire. Damien s'est levé, lissant sa veste coûteuse. C'est un prix juste du marché. Les papiers sont en règle. Les terres de ton mari ne valent pas grand-chose de toute façon. Les terres de ton mari, pas nos terres, pas notre maison où nous avons élevé nos enfants. Vas-y, Amélie. Le sourire de Victoire n'atteignait pas ses yeux. Tu ne laisseras pas ta mère devenir sans abri. Tu sais ce que signifie la famille. Le piège avait été tendu. Il était temps de le faire se refermer. Les chuchotements ont commencé immédiatement. Pauvre Victoire, a dit une femme à ma gauche assez fort pour être entendue. Imagine devoir supplier ta propre fille. Tu te rends compte qu'elle hésiterait, une autre voix de quelque part derrière moi. Clarisse s'est penchée en avant, le visage rouge. Amélie a toujours été l'égoïste. Elle nous a abandonnés pour jouer à la fermière pendant que nous gérions tout ici. J'ai senti la main d'Étienne trouver la mienne sous la table. Stable, chaude. Damien s'est approché, sentant le sang dans l'eau. Soyons honnêtes. Ton mari a eu de la chance avec un peu de terre. Le moins que tu puisses faire, c'est partager la richesse. C'est ce que fait une famille. Le moins que nous puissions faire, ai-je répété doucement. C'est ça. Il appréciait le moment, jouant pour le public. Je veux dire, quelle a été sa contribution? Il plante des légumes. Ma grand-mère pourrait le faire. Quelques rires gênés. Mon père était assis, figé sur sa chaise, fixant la nappe comme s'il souhaitait pouvoir disparaître dedans. Il avait toujours été doué pour ça. Disparaître quand Victoire avait besoin de quelqu'un à qui s'opposer. Victoire a pressé son avantage. Alors, Amélie, vas-tu signer? Elle a désigné le dossier en cuir.
Ou vas-tu prouver à tout le monde ici que tu ne t'es jamais vraiment soucié de cette famille? La salle retenait son souffle, 40 personnes attendant que je cède, que je sois la bonne fille, que je sacrifie ce qu'Étienne et moi avions construit pour qu'ils puissent maintenir leurs illusions un peu plus longtemps. 5 secondes de silence se sont étirées en 10. Puis je me suis levé, mais je n'ai pas attrapé le stylo. Avant de répondre, ai-je dit, ma voix calme et claire, j'ai une question pour Damien. Son sourire a légèrement vacillé. Quel genre de question? Une question simple. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Peux-tu expliquer à tout le monde ici exactement comment tu as perdu tout ton argent? Et, une petite pause ici. Je sais que ça devient intense. Avant que je vous dise ce que j'ai dit ensuite, je veux savoir ce que vous feriez à ma place. Signeriez-vous pour maintenir la paix ou tiendriez-vous bon? Laissez votre réponse dans les commentaires. Tapez le signer ou tenir. Je suis curieux de savoir ce que vous choisiriez. Et si vous êtes toujours avec moi, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Maintenant, retournons à ce restaurant. Le visage de Damien s'est figé. Ce n'est pas vraiment pertinent pour... Pas vraiment? C'est complètement pertinent. J'ai gardé ma voix égale. Pas de colère. Pas de tremblement, juste des faits. Vous me demandez de donner 3 millions d'euros. Je pense que tout le monde ici mérite de savoir où est passé l'argent initial. Victoire s'est avancée. Amélie, ce n'est pas le moment. Quand est-ce le moment, maman? Je me suis tourné vers elle. Quand j'aurai déjà signé? Quand il sera trop tard pour poser des questions? Des murmures ont parcouru la foule. J'ai vu mamie Jeanne se pencher en avant sur son siège, les yeux vifs. Damien, ai-je continué, lui faisant face à nouveau. Tu as été viré de ton fonds spéculatif il y a 6 mois, n'est-ce pas? Sa mâchoire s'est crispée. Je suis parti volontairement. Ce n'est pas ce que dit la presse financière. Audit interne. Licenciement. J'ai laissé les mots en suspens. Mais ce n'est pas le pire, n'est-ce pas? La main de Clarisse est allée à sa gorge. Amélie, arrête. Tu n'as pas seulement perdu ton travail. Tu as pris les économies de retraite de maman. L'argent qu'elle avait mis de côté pendant des décennies, et tu l'as investi toi-même, n'est-ce pas? La flûte de champagne de Victoire tremblait dans sa main. Il essayait d'aider. Vraiment? Ou jouait-il avec ton avenir? La salle était devenue complètement silencieuse maintenant. Même le quatuor de jazz avait cessé de jouer, sentant le changement d'atmosphère. Damien a fait un pas vers moi, sa voix baissant à un ton dangereux. Tu ne sais pas de quoi tu parles. En fait, si. J'ai sorti mon téléphone. J'ai passé les 3 derniers jours à apprendre exactement ce qui est arrivé à ta fortune, Damien. Et c'est toute une histoire. Il est devenu pâle. Tu veux leur raconter où je le fais? Clarisse s'est mise à pleurer. Victoire s'est agrippée au dossier de sa chaise, mais Damien n'a rien dit. Alors, j'ai continué. J'ai ouvert l'email sur mon téléphone. Damien a pris ce que les traders appellent une position de vente à découvert, ai-je expliqué, en gardant ma voix stable pour le public. Cela signifie qu'il a parié contre une entreprise, parié que son action s'effondrerait. Si c'était le cas, il gagnerait des millions. C'est ridicule, a craché Damien. Tu ne comprends rien à la finance. J'ai travaillé à la défense pendant 4 ans, lui ai-je rappelé. Je comprends très bien. J'ai levé mon téléphone et lu à haute voix. Le petit projet de ferme de mon beau-frère est sur le point de couler. J'ai une info en béton d'une source interne. Leur technologie ne fonctionne pas à grande échelle. Je mise tout sur la vente à découvert. Je vais me faire une fortune sur son échec. Des halètements se sont fait entendre dans la pièce. La tête d'Amélie quand ils feront faillite vaudra plus que l'argent. Silence de mort. J'ai baissé le téléphone. Damien n'a pas seulement fait un mauvais investissement. Il a spécifiquement ciblé l'entreprise de mon mari. Il a tout misé, y compris la retraite de maman, sur l'échec d'Étienne. Le visage de Victoire était devenu blanc comme un linge. Damien, est-ce vrai? Il ne pouvait pas la regarder dans les yeux. J'avais de bonnes informations. Ça aurait dû marcher. Il voulait que nous échouions, ai-je dit. Il voulait profiter de notre destruction,
non pas parce que c'était une bonne affaire, mais parce qu'il détestait que j'aie choisi Étienne plutôt que quelqu'un comme lui. Les sanglots de Clarisse se sont intensifiés. Plusieurs invités rassemblaient déjà leurs affaires, cherchant les sorties. Et l'entreprise. La voix de Damien s'est brisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas échoué, Damien. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Elle a augmenté de 3,40% l'année dernière. Ses jambes ont semblé fléchir légèrement. Tu as tout perdu en pariant contre une entreprise qui vaut 47 millions d'euros. Maintenant, les murmures sont devenus autre chose. Choc, confusion. 47 millions, a chuchoté quelqu'un. L'entreprise du fermier. C'était le moment. Un homme plus âgé près du devant, un des anciens collègues de Damien, a levé la main comme si nous étions dans une salle de réunion. Attendez, de quelle entreprise parlons-nous ici? J'ai ouvert l'article de Forbes sur mon téléphone et je l'ai tendu à la femme la plus proche de moi. Faites passer ça. Le téléphone est passé de main en main. J'ai vu les visages changer en lisant. La confusion laissant place à l'incrédulité, puis à quelque chose comme de l'admiration. Le docteur d'AgroParisTech qui a quitté le monde universitaire pour révolutionner l'agriculture durable, a lu quelqu'un à voix haute. Terre intelligente, évaluée à 47 millions d'euros. Fondateur Étienne Ferland. Le nom a eu l'effet d'une bombe. Damien s'est frayé un chemin à travers la foule pour attraper le téléphone. Ses mains tremblaient en regardant l'écran, la photo d'Étienne dans son pull bleu marine devant sa serre. C'est. Sa voix était devenue rauque. C'est juste un fermier. Il plante des légumes. Étienne était resté silencieux tout ce temps, assis calmement à côté de moi. Maintenant, il s'est levé, et d'une manière ou d'une autre, la pièce a semblé plus petite. Je suis un fermier, a-t-il dit, sa voix calme mais claire. Je suis aussi un ingénieur. J'ai un doctorat d'AgroParisTech. Il a fait une pause. Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. On aurait pu entendre une mouche voler. Le verre de champagne de Victoire lui a glissé des doigts, se brisant sur le sol en marbre. Personne n'a bougé pour nettoyer. Du coin, la voix de Mamie Jeanne a retenti, frêle mais triomphante. J'ai toujours dit qu'il était le plus intelligent de cette pièce. Elle souriait maintenant, ses yeux brillants. Personne n'écoutait. La salle a explosé. Chuchotements, exclamations, invités sortant leur propre téléphone pour vérifier ce qu'ils venaient d'entendre. Et Damien est resté là, l'article de Forbes brillant sur l'écran devant lui, regardant tout son récit s'effondrer. 47 millions d'euros. Le gratteux de terre valait 47 millions d'euros. Le chaos s'est calmé lentement. Les invités ont retrouvé leur siège, mais l'énergie avait complètement changé. Ils ne me regardaient plus avec pitié. Ils regardaient Victoire. Ma mère se tenait figée, du verre brisé à ses pieds, le mascara commençant à couler au coin de ses yeux. Amélie. Sa voix était petite maintenant. Rien à voir avec le ton autoritaire de quelques minutes auparavant. S'il te plaît, nous sommes toujours une famille. Quoi que Damien ait fait, maman. J'ai gardé ma voix douce mais ferme. Je ne signe rien. Mais tu as l'argent. Tu pourrais. Oui, je pourrais. J'ai pris le dossier en cuir qu'elle avait si soigneusement préparé et je l'ai mis de côté, intact. Mais cette terre n'est pas à moi de la vendre. C'est l'héritage d'Étienne pour nos enfants, notre maison. Et je n'ai pas le droit de donner ça. Clarisse a levé son visage strié de larmes. Alors, tu vas juste laisser maman tout perdre? Vous avez passé 7 ans à me dire que j'avais fait une erreur, ai-je dit, m'adressant maintenant à toute la salle. Vous m'avez exclu de Noël. Vous avez dit à mes nièces que j'avais choisi la pauvreté. Vous m'avez coupé des photos de famille parce qu'Étienne ne correspondait pas à l'esthétique. Victoire a tressailli. Et maintenant, vous me demandez de vendre nos terres, l'héritage de nos enfants, pour couvrir les pertes d'un pari fait contre nous. J'ai laissé cela s'imprégner. Pensez-y. Nous ne savions pas, a murmuré Victoire. Je ne savais pas ce que Damien faisait. Peut-être pas les détails, mais tu lui as donné ton argent de retraite sans poser de questions parce que tu croyais en lui. En l'image qu'il projetait. J'ai fait une pause. Vous n'avez jamais cru en nous. Les mots ont atterri durement.
J'ai vu ma mère vaciller légèrement. Avoir de l'argent ne signifie pas que je le dois à des gens qui ont passé 7 ans à espérer que j'échoue. Personne n'a parlé. Le dossier en cuir reposait sur la table entre nous, non signé. Étienne a posé sa main sur mon épaule et s'est levé. La pièce s'est de nouveau tue. Madame de Courcy. Sa voix portait sans effort, calme et mesurée. Je n'ai jamais eu besoin de votre approbation. J'ai arrêté de l'attendre il y a longtemps. Victoire ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Mais je ne vous ai jamais souhaité de mal non plus. Amélie vous aime, même quand vous avez rendu les choses difficiles. Il a laissé cela s'installer. Alors, je veux clarifier quelque chose. Il a fait un pas en avant. Je ne vendrai pas nos terres. Ce n'est pas négociable. Mais je suis prêt à vous aider à garder votre maison. La tête de Victoire s'est redressée. Quoi? Un prêt personnel. Assez pour couvrir les paiements hypothécaires immédiats et vous donner le temps de régler le reste. Il a fait une pause. Pas 3 millions, mais assez. L'espoir a vacillé sur le visage de Victoire, un espoir désespéré, avide. Mais il y a des conditions. Damien, qui s'était tapis près du mur, s'est raidi. 1. Damien rembourse chaque centime avec intérêt sur 5 ans. Documenté, juridiquement contraignant. Le regard d'Étienne s'est tourné vers mon beau-frère. 2. Il obtient une aide professionnelle pour son problème de jeu. Présence vérifiée. 3. Vous ne nous demanderez plus jamais d'argent. Jamais. Je n'accepte pas la charité de lui, a grondé Damien. Étienne n'a pas scié. Alors ne l'accepte pas. Mais c'est la seule offre que vous obtiendrez de nous. Clarisse a attrapé le bras de Damien. Damien, s'il te plaît. C'est humiliant. Damien l'a repoussé. Tu t'attends à ce que j'accepte une aumône du type que j'ai. Il s'est arrêté, mais tout le monde a entendu ce qu'il n'a pas dit. Le type que j'ai essayé de détruire. Ce n'est pas une vengeance, a dit calmement Étienne. C'est une limite. Apprends la différence. Victoire a regardé entre son gendre et le mari de sa plus jeune fille. Le choix était écrit sur son visage. Fierté contre survie. Elle n'a pas répondu, mais Damien attrapait déjà sa veste, se dirigeant en trombe vers la sortie. Ce n'est pas fini, a-t-il craché. Personne ne l'a empêché de partir. D'accord, je dois faire une pause ici. À ce moment où Étienne a énoncé ses conditions, j'ai vu le visage de ma mère changer. Elle a enfin compris quelque chose qu'elle avait manqué pendant 7 ans. Ce n'était pas nous qui avions besoin d'eux. Ils avaient besoin de nous. Que pensez-vous qu'il s'est passé ensuite? A-t-elle accepté? Damien est-il revenu? Laissez votre prédiction dans les commentaires avant que je continue. Et si vous appréciez, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire. La porte du restaurant a claqué derrière Damien. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis Clarisse a laissé échapper un sanglot brisé et a couru après lui, ses talons claquant sur le sol en marbre. Le charme était rompu. Les invités ont commencé à prendre leur manteau, à trouver des excuses. Belle fête, Victoire. On devrait refaire ça un de ces jours. Tellement désolé pour tout. Il n'arrivait pas à sortir assez vite. En 10 minutes, la salle qui avait accueilli 40 personnes était presque vide. Seule la famille restait. Ma mère, mon père, mamie Jeanne, Étienne et moi, et du verre brisé qui scintillait encore sur le sol. Victoire s'est laissée tomber sur une chaise. Elle avait l'air plus âgée tout à coup. La façade soignée, fissurée au-delà de toute réparation. Sa fête pour ses 60 ans était devenue la nuit où toute son image sociale s'était effondrée. Mon père a bougé le premier. Je suis désolé, Amélie. Je me suis tourné vers lui. Robert de Courcy avait les mains dans les poches, les épaules voûtées comme un homme faisant enfin face à quelque chose qu'il avait passé des décennies à éviter. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années, quand ta mère a commencé à aller chercher ses mots. J'ai été un lâche. Je l'ai laissé tout diriger. Je l'ai laissé te repousser. Et je suis désolé. L'excuse est restée en suspens. C'est un peu tard, papa. Je sais. Sa voix s'est brisée. Mais je le dis quand même. Pour ce que ça vaut. Quelque chose dans ma poitrine s'est détendu.
Pas le pardon, pas encore, mais quelque chose d'adjacent. Mamie Jeanne s'est levée de sa table d'anglais, s'est approchée pour m'embrasser. Ses bras étaient minces mais étonnamment forts. Je suis fière de toi, a-t-elle chuchoté contre mes cheveux. Ton grand-père le serait aussi. Je l'ai serré fort. Derrière nous, Victoire restait sur sa chaise, fixant le contrat non signé sur la table. Elle n'avait pas dit un mot depuis le départ de Damien. Je me suis demandé si elle le ferait un jour. Une semaine plus tard, les nouvelles ont commencé à arriver au compte-gouttes. Clarisse a appelé la première, non pas pour s'excuser, mais pour me dire qu'elle et Damien se séparaient. Elle avait découvert des relevés de cartes de crédit qu'il avait cachés, des dettes dont elle n'avait jamais connu l'existence. Je ne sais pas qui j'ai épousé, a-t-elle dit, sa voix vide. Je pensais savoir. Je n'ai pas dit, je te l'avais bien dit. Il n'y avait aucune satisfaction là-dedans. Victoire a vendu la maison des Yvelines, non pas parce qu'elle le devait. L'offre de prêt d'Étienne tenait toujours, conditions comprises, mais parce qu'elle ne pouvait pas affronter les voisins. La rumeur s'était répandue. Le lendemain matin de la fête, son téléphone avait cessé de sonner. Elle a déménagé dans un appartement plus petit à Hartford. Propre, pratique, rien à voir avec la vitrine qu'elle avait passé 40 ans à entretenir. Elle ne m'a pas appelé. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qui s'était passé, mais pas d'accusation non plus, juste le silence. Mon père, cependant, Robert m'a surprise. Il appelait tous les dimanches. De courtes conversations au début, maladroites et hésitantes. Comment vont les enfants? Comment va la ferme? Le temps est clément avec vous? Mais il a continué à appeler. Semaine après semaine, pour la première fois en 7 ans, mon père essayait. Mamie Jeanne a fait plus qu'essayer. Elle a acheté un billet de train et s'est présentée sur notre porche 2 semaines après la fête. Une valise dans une main et une boîte de biscuits fait maison dans l'autre. Je reste un mois, a-t-elle annoncé. Je veux connaître mes arrière-petits-enfants correctement. Lise et Noé l'adoraient. Elle leur a appris à jouer aux cartes, leur a raconté des histoires sur la ferme que leur arrière-arrière-grand-père avait possédée, les a laissés l'aider à faire des gâteaux. Je les ai regardés ensemble un après-midi, Jeanne riant alors que Noé essayait de casser un œuf, des coquilles partout, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas la victoire, le soulagement. Il y a une différence. Petite, mais importante. J'étais assise sur le porche quand ça m'a finalement frappé. Fin septembre, les feuilles commençaient à peine à tourner, et Étienne était dans le champ avec les enfants, apprenant à Lise comment vérifier l'humidité du sol. Leur rire traversait la ferme comme de la musique. Il y a 7 ans, j'avais été terrifié, non pas de quitter mon travail, non pas de tout recommencer, mais de perdre ma famille. J'avais passé tant de nuits éveillées, me demandant s'ils avaient raison. Si je jetais tout par-dessus bord pour un homme qu'ils ne respecteraient jamais. J'avais attendu qu'il me voie vraiment. Pas la diplômée de HEC, pas l'analyste de la défense, pas la fille qu'il voulait que je sois. Juste moi, Amélie, avec de la terre sous les ongles, et un homme qui faisait pousser des tomates et du bonheur en égale mesure. Mais j'attendais l'approbation de gens qui regardaient dans la mauvaise direction. Tout va bien? Étienne était apparu sur les marches du porche, Noé sur ses épaules, Lise traînant derrière avec une poignée de fleurs sauvages. Oui, ai-je souri. Mieux que bien, en fait. Il s'est assis à côté de moi, installant Noé entre nous. Lise a grimpé sur mes genoux, présentant ses fleurs comme un trésor. Pour toi, maman. Elles sont magnifiques, mon bébé. Étienne a croisé mon regard. Tu penses un peu à eux. Un peu. Et j'ai regardé le coucher de soleil peindre les champs d'or. Je crois que j'ai fini d'attendre. Il a hoché la tête. Il comprenait. Les limites ne sont pas une punition. Elles sont une protection. Pour soi-même. Pour les gens qui comptent, pour la vie qu'on a construite. Je ne pouvais pas forcer ma mère à m'aimer comme j'avais besoin d'être aimé. Je ne pouvais pas forcer Clarisse à voir au-delà de sa propre insécurité. Je ne pouvais pas réparer ce qui était brisé depuis des décennies. Mais je pouvais choisir différemment. J'avais Étienne, Lise, Noé, Mamie Jeanne, et un père qui essayait enfin. C'était suffisant. C'était plus que suffisant. Un mois plus tard, Mamie Jeanne est venue pour le 6e anniversaire de Lise.
Nous l'avons fêté à la ferme. Rien d'extraordinaire. Juste une table de pique-nique couverte de fleurs sauvages, un gâteau fait maison avec un glaçage de travers, et assez de rire pour remplir une cathédrale. Après que les bougies aient été soufflées et que les enfants soient partis chasser les lucioles, Jeanne s'est assise à côté de moi sur la balançoire du porche. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-elle dit. De sa poche, elle a sorti une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une bague, en or antique avec un minuscule saphir. Simple, magnifique. C'était à ma mère, a expliqué Jeanne. Et à sa mère avant elle. Je la gardais pour le bon moment. Mamie. Pas pour toi. Elle a souri. Pour Lise. Quand elle sera assez grande. Je veux qu'elle ait quelque chose des femmes qui l'ont précédée. J'ai pris la boîte avec précaution, sentant le poids des générations. Ta mère ne comprendra peut-être jamais, a dit doucement Jeanne. Elle est trop obsédée par l'apparence des choses pour voir ce qu'elles sont. Mais moi, je comprends. Et je suis contente, si contente que tu aies choisi le bonheur plutôt que l'approbation. Je me suis appuyé contre elle, cette petite femme féroce qui avait été mon ancre quand tout le monde dérivait. Merci, mamie, pour tout. Continue juste d'être toi-même, ma chérie, elle m'a tapoté la main. Ceux qui comptent trouveront leur chemin vers toi. Les autres, laisse-les partir. Nous sommes restés assises dans un silence confortable, regardant les lucioles danser à travers les champs qui s'assombrissaient. Ma mère n'avait pas appelé. Clarisse triait encore les décombres de son mariage, mais mon père avait envoyé à Lise une carte d'anniversaire avec un chèque à l'intérieur et une note qui disait « Je suis désolé d'en avoir manqué tant. Je n'en manquerai plus. » Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était réel. Et le réel, avais-je appris, était plus précieux que le parfait ne pourrait jamais l'être.